3. Tout se meut, s'altère, se décompose et se recompose, écrivait Eugène Viollet-le-Duc. Ce sont des mots qui, au-delà du clin d'œil à l'éminent médiéviste que fut Viollet-le-Duc, ce sont des mots qui résument parfaitement les aléas de ces derniers mois, qui ont vu la décomposition de ces journées d'études dans leur format prévu et leur recomposition en format numérique. Que soient remerciées ici toutes les personnes qui ont cru en ce projet et qui nous ont épaulés ces derniers mois. Étudier et restaurer le bâti médiéval 1850-1950, acteurs, méthodes, enjeux. Voilà le titre choisi pour cette journée d'études virtuelles et pour le colloque qui se tiendra en juin 2021. Un thème que nous déclinons donc en 2 rencontres. Et nous devons d'abord rappeler que cette étude du bâti médiéval n'est pas si lointaine. Elle débute dans la seconde moitié du XIXe siècle et elle procède d'un double basculement. Un basculement du sens, d'abord. L'édifice n'est plus seulement édifice, il devient monument. La période révolutionnaire, bien souvent stigmatisée pour les nombreux actes de vandalisme dont elle fut le théâtre, met en place des lois concernant la destruction et la conservation des monuments et des œuvres. Ce sont les débuts de la patrimonialisation. L'État prend conscience de l'héritage que constitue le patrimoine, de son rôle et de son devoir de le conserver, de le transmettre. On passe de la seule valeur d'usage d'un bien individuel qu'un propriétaire détenait et dont il pouvait disposer à sa guise, à sa conservation, au nom de l'intérêt collectif pour sa valeur historique ou artistique. Et donc, les décennies qui suivent voient la mise en place d'une politique patrimoniale et d'une réflexion autour de ce bâti perçu comme un patrimoine, c'est-à-dire comme quelque chose digne d'intérêt et devant de ce fait être transmis aux générations futures. Donc, basculement du sens, mais également basculement du regard. L'édifice devient un espace de représentation et non plus seulement d'utilisation. Et le regard de celui qui étudie conditionne une valeur nouvelle. Il révèle l'édifice à la fois comme document et comme monument. Il faut avoir à l'esprit ces distorsions, passage du temps et brouillage du sens. Ce sont les mots de Catherine Berthaud-Lavenir dans l'introduction à la visite du monument, publiée en 2004. De fait, l'histoire de l'architecture médiévale fut écrite à partir du milieu du XIXe siècle par des hommes dont la formation, le parcours professionnel, les objectifs étaient variés. Ils élaborèrent chacun leur méthode d'analyse, leur grille de lecture. Et ces méthodes, ces grilles de lecture sont à l'origine de nos pratiques en histoire de l'art et en archéologie. Donc, s'intéresser à ces hommes et à leurs travaux, tel est l'objet de cette journée d'études qui permettra de mettre en œuvre, à l'échelle de l'Europe occidentale, une approche épistémologique des sciences médiévales consacrées au bâti castral, civil et religieux. On évoquait précédemment la Révolution française. On pourrait penser que les mesures patrimoniales amorcées durant la Révolution seraient étoffées. Il n'en est rien. En fait, il faut attendre la monarchie de Juillet pour que les choses bougent vraiment, malgré les coups de semonce des intellectuels qui tiraient la sonnette d'alarme depuis longtemps. Le premier volume des voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, écrit par Charles Nodier et par le baron Taylor, somme éditoriale à laquelle le musée de la vie romantique avait consacré une ambitieuse exposition en 2014-2015, présente un état des lieux désespérant de la ruine des monuments. En fait, c'est l'avènement de la monarchie de Juillet qui marque l'apparition d'une véritable politique de conservation sous l'égide d'une autorité centrale. On a alors toute une politique patrimoniale qui se met en place avec la création en 1830 de l'inspection générale des monuments historiques, en 1835 du comité des arts et des monuments, et puis en 1837, la commission des monuments historiques. Et c'est précisément durant la monarchie de Juillet que Jules Quicherat se forme à l'archéologie médiévale. Il entre à l'école des Chartes en 1835 et de 1847 à 1878, il y enseigne l'archéologie médiévale. La communication d'Alain Guéraud nous permettra de suivre les réflexions de Quicherat, mais aussi celles de son successeur, Robert de Lasteyrie du Saillant. L'un et l'autre furent des nationalistes acharnés. Un examen, même rapide, de leurs œuvres montre les biais considérables engendrés par cette orientation. L'analyse de ces œuvres permet de saisir les enjeux, souvent passés sous silence ou ignorés,
des recherches et des publications des archéologues et des historiens de l'art à partir des années 1870. Des travaux innervés des fièvres contemporaines et notamment de la haine envers l'Allemagne à la suite du conflit franco-prussien. La notion d'art français doit être lue à l'aune de ce contexte particulier. L'étude du bâti médiéval s'avère en effet profondément liée aux enjeux contemporains et notamment aux enjeux géopolitiques. Dans cette Europe qui voit l'éveil des nationalités, le Moyen-Âge est le ferment d'une identité plus ou moins fantasmée. Philippe Mignot replace dans le contexte de l'indépendance de la Belgique, en 1830, la prudence, la frilosité qui présidèrent à l'étude du passé et à la difficulté de forger une identité nationale qui ne pouvait pencher plus en faveur d'un voisin que d'un autre. Dans les décennies qui suivent l'indépendance, l'État porta son attention sur les monuments gothiques. Ce fut le style choisi pour bâtir les bâtiments officiels de ce pays neuf. Cet engouement nécessita de se pencher sur les modèles d'inspiration, de les étudier de près, de les restaurer en les rendant, si possible, plus brillants qu'ils n'avaient jamais été. Cette dynamique fut à l'origine de la création, en 1863, de la Guilde de Saint-Thomas et Saint-Luc, née en Flandre, mais réunissant une élite francophone. Il s'agissait de réunir des érudits et avant tout des architectes, obligatoirement de religion catholique, qui s'attacheraient à l'étude de l'archéologie chrétienne et propageraient les vrais principes de l'art chrétien. Plus tard, dans l'entre-deux-guerres, l'intérêt pour le Moyen-Âge se diversifie. C'est donc sur une longue période, 100 ans, que Philippe Mignot retrace la naissance et le développement de l'archéologie et de l'histoire de l'art du Moyen-Âge. Dans cette politique de patrimonialisation, toutes les compétences sont bonnes à prendre. Le gouvernement met en place un système de relations État-province à travers des réseaux de correspondants, des sociétés savantes. Pourtant, en province, Paris reste une valeur sûre et la communication d'Olivier Prisset apporte un éclairage passionnant pour le département de l'Indre qui, en 1850, entendit solliciter un architecte issu de l'École des Beaux-Arts de Paris. Alfred d'Auvergne fut retenu et il fut le témoin privilégié de l'état de conservation des édifices médiévaux de l'ouest du Berry. De ces monuments, il devint, selon les cas et les moyens alloués, le préservateur ou le fossoyeur. Cette ambivalence, aujourd'hui attachée localement à son souvenir comme une faute, est néanmoins révélatrice des enjeux de son temps, car cet homme de l'art, diplômé et omniprésent, fut l'un des acteurs principaux de la diffusion locale des débats et enjeux patrimoniaux nationaux. Que se passe-t-il alors lorsque les monuments sont partiellement détruits, déjà à cette époque? C'est la problématique qu'interroge Olivier Appuel. Loin de Paris, proche de Lyon, où les sociétés savantes s'intéressent davantage à l'Antiquité qu'au Moyen-Âge, l'abbaye de Savigny ne retient pas l'attention des monuments historiques ni celle des cercles lyonnais. Mais elle passionne, en revanche, deux savants qui s'intéressent aussi à la petite ville de Feurs, dans la Loire, qui fut la capitale du peuple des Ségusiaves et qui recèle les vestiges enfouis de son passé antique. Nous parlions à l'instant de débat. Par une approche biobibliographique de leurs carrières respectives, Olivier Appuel montre comment la controverse scientifique qui oppose Auguste Bernard et l'abbé Roux tourne à la querelle politico-religieuse dans la France de 1848, pesant ainsi lourdement sur l'historiographie du monastère médiéval. À l'instar d'Olivier Appuel, Bonny et Fros exposent les effets des désaccords nés au sein des communautés scientifiques et érudites. Elle interroge plus spécifiquement la figure d'un érudit, le père Camille Delacroix. Prêtre jésuite belge, il venait d'intégrer la Société des antiquaires de l'ouest de la France lorsqu'on lui demanda de fouiller l'hypogée des dunes, récemment mise au jour à Poitiers. Son interprétation des vestiges suscita une vive opposition des archéologues laïcs. Bonny et Fros reviendra sur les conséquences immédiates et prolongées des réactions contemporaines aux recherches et publications du père Delacroix, car elles eurent une influence sur le développement de l'archéologie et de l'histoire chrétienne en France. Si l'avènement de la monarchie de Juillet marque l'apparition d'une véritable politique de conservation, celle-ci reste chaotique les premières années. En témoigne le célèbre plaidoyer de Victor Hugo en mars 1832 pour la sauvegarde des monuments. Il fustige l'inertie des autorités. Et voici ces mots. Le moment est venu
où il n'est plus permis à qui que ce soit de garder le silence. Il faut qu'un cri universel appelle enfin la Nouvelle-France au secours de l'ancienne. Tous les genres de profanation, de dégradation et de ruine menacent à la fois le peu qui nous reste de ces admirables monuments du Moyen-Âge, où s'est imprimée la vieille gloire nationale, auxquels s'attachent à la fois la mémoire des rois et la tradition du peuple. Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait, qu'on la fasse. Quels que soient les droits de la propriété, la destruction d'un édifice historique et monumental ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur. Misérables hommes et si imbéciles qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont des barbares. Le sort des monuments s'avère en effet aléatoire, et Clémentine Villien le montre en évoquant les abbayes cisterciennes de Franche-Comté au XIXe siècle et au début du XXe. Ces édifices témoignent des atermoiements de l'époque. Si l'abbaye de Barlène est progressivement démantelée jusqu'à disparaître, l'abbaye de Billon subsiste, mais est durablement phagocytée par son propriétaire, le peintre James Tissot. Différent est le sort des abbayes d'Assay et de Cherlieu, qui deviennent des lieux de préoccupation patrimoniale. La première dans le cadre de la restauration de son église à la fin du XIXe siècle, la seconde en réaction à la disparition progressive des bâtiments. Clémentine Villien se penche donc sur la naissance de l'intérêt pour le patrimoine médiéval religieux au XIXe siècle, en Franche-Comté, à travers les cas de ces deux abbayes cisterciennes. Georges Rode-Fleury joue également un rôle majeur dans l'étude et dans la redécouverte du Moyen-Âge. Fanny Vettel et Fabiana Susini réévaluent ici cette figure originale d'érudit et d'historien de l'art, trop longtemps sous-estimée par la critique. Il a voulu montrer à travers la description des architectures civiles, religieuses et militaires de la péninsule italienne comment on pouvait déterminer une évolution dans l'histoire de l'art en prenant le Moyen-Âge chrétien comme référence et comme modèle. Georges Rode-Fleury est également l'objet d'une communication de la part d'Aude Morvan, qui nous offrira l'opportunité de découvrir un ouvrage publié en 1903, un an avant sa mort. Un ouvrage essentiel pour la connaissance des établissements de dominicains et de dominicaines de France. Et de fait, cet ouvrage est très souvent cité par les historiens de l'art qui travaillent sur l'art dominicain en France, mais sans approche critique. Aude Morvan mène une étude de l'ensemble des documents préparatoires de cet historien de l'art conservés aux archives générales de l'ordre des frères prêcheurs à Rome. Il s'agit essentiellement de correspondances qui permettent de comprendre comment ont été réalisées ces restitutions d'édifices et au-delà, toute l'anatomie d'une pensée qui oscille entre vérité et imaginaire. Restituer, restaurer, recomposer, étudier. Les communications rassemblées ici forment le premier volet d'un programme visant à explorer la perception d'édifices médiévaux par les populations qui, tout au long de l'époque moderne et jusqu'aux premières décennies du XXe siècle, furent amenées à le fréquenter. Nous vous laissons à présent naviguer librement entre les différentes communications. Merci.